Secondaire 3, les sens, partie 2. L'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Nous allons commencer avec les oreilles, puisqu'ils sont l'organe de l'ouïe. L'oreille est séparée en 3 parties. Nous avons l'oreille externe, l'oreille moyenne et enfin l'oreille interne. Lorsque le son arrive jusqu'à l'oreille, il rencontre d'abord le pavillon. Le pavillon est un entonnoir qui achemine le son vers le conduit auditif. Par le passé, les personnes qui entendaient mal pouvaient utiliser littéralement un entonnoir pour augmenter le pavillon et donc entendre mieux. Le conduit auditif, quant à lui, est couvert de poils et de cérumen et il empêche les corps étrangers de rentrer. Il n'est donc pas nécessaire de rentrer des cotons-tiges pour nettoyer l'intérieur du conduit auditif, puisqu'à la place d'aider, nous allons tout simplement écraser les poils et pousser le cérumen, qui est la petite huile à l'intérieur du conduit auditif, vers le tympan. Le conduit auditif se nettoie de lui-même grâce aux poils et au cérumen qui sort à son rythme. Finalement, nous avons le tympan, qui est une mince membrane qui vibre avec les vibrations de l'air. Et en vibrant, le tympan fait vibrer les osselets, qui sont les plus petits os du corps. Le but des osselets est de transmettre les vibrations vers l'oreille interne. Mais dans l'oreille moyenne, nous avons également la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache est un canal connecté à la gorge et qui permet d'équilibrer la pression. Lorsqu'un plongeur descend en profondeur, par exemple, il va ressentir beaucoup plus de pression sur son corps parce que la pression des fluides incompressibles comme l'eau dépend de la profondeur. L'endroit le plus sensible à ce changement de pression est le tympan. Quand la pression augmente à l'extérieur du tympan, la pression à l'intérieur n'est plus suffisante pour égaliser et le tympan se retrouve étiré. Pour équilibrer cette pression, les plongeurs se bouchent le nez et soufflent, ce qui permet de remonter de l'air à travers la trompe d'Eustache et d'équilibrer les pressions des deux côtés. L'inverse se produit lorsque nous allons dans un avion, puisque la pression à l'extérieur diminue et la pression à l'intérieur cette fois devient trop grande. Pour rebalancer la pression entre l'oreille moyenne et la gorge, nous devons ouvrir la trompe d'Eustache, ce qu'on arrive à faire lorsqu'on avale ou lorsqu'on bâille. Nous avons ensuite l'oreille interne, et dans l'oreille interne, on retrouve la cochlée. La cochlée est remplie de liquide et elle est tapissée de cils qui transforment les vibrations en influx nerveux. Les cils que nous voyons ici sont responsables de différentes fréquences de son. Un peu comme une corde de guitare qui va vibrer lorsqu'on joue exactement la bonne note, les cils vont réagir aux vibrations du liquide autour d'eux et vont transmettre le message au cerveau. Avec l'âge, par contre, plusieurs de ces cils vont mourir, ce qui explique que les enfants arrivent à entendre des sons que les adultes ne peuvent plus entendre. Dans l'oreille interne, nous avons également les canaux sémicirculaires. Les canaux sémicirculaires contrôlent l'équilibre lorsqu'on bouge, et nous avons le vestibule qui contrôle l'équilibre quand on ne bouge pas. Un problème à l'oreille interne, comme par exemple une vestibulite, peut causer le vertige, ce qui veut dire que la personne aura l'impression que le monde bouge autour d'elle, alors que le monde ne bougera pas. Ou la personne va tout simplement perdre l'équilibre parce que le système qui s'occupe de l'équilibre ne fonctionnera pas bien. Dans l'oreille interne, nous avons donc 2 nerfs. D'abord le nerf auditif qui transmet l'information sur le son au cerveau, et le nerf de l'équilibre qui transmet l'information sur l'équilibre au cerveau. Il arrive parfois que nous avons des infections de bactéries dans les trompes d'Eustache. C'est ce que nous appelons une otite. Une otite peut atteindre l'audition parce que ça va créer une inflammation qui peut empêcher le bon fonctionnement du tympan et des 3 osselets. Nous allons donc ressentir de la douleur et nous n'entendrons pas bien de cette oreille. Finalement, pour régler des problèmes d'audition, nous avons inventé des mécanismes assez ingénieux qui vont permettre de transmettre la vibration jusqu'à la cochlée sans passer par le conduit auditif ou les osselets. Si le problème de notre audition se trouve dans l'oreille externe ou dans l'oreille moyenne, il est maintenant possible de contourner ces deux-là pour se rendre directement jusqu'à l'oreille interne. Nous allons continuer avec le toucher, et l'organe principal du toucher est la peau. Nous allons donc devoir comprendre la peau. La première couche de peau est elle-même séparée en couches de cellules mortes et de cellules vivantes. C'est ce que nous appelons l'épiderme. L'épiderme est continuellement en train de se renouveler. Les cellules des couches vivantes remontent à la surface en devenant des couches mortes et vont finalement s'enlever, devenir de la poussière ou autre. Nous avons ensuite le derme, dans lequel nous trouvons des nerfs, des vaisseaux sanguins, des glandes sébacées qui sécrètent le sébum qui rend la peau élastique et imperméable. Lors de l'adolescence, les glandes sébacées sont plus actives et les pores, à partir desquels cette huile va sortir sur la peau, peuvent se boucher. Si ces pores sont bouchés, nous avons des boutons. À l'inverse, si les glandes sébacées ne sont pas assez actives et nous n'avons pas assez de sébum, la peau va devenir trop sèche et elle va craquer.
C'est ce qui arrive par exemple l'hiver lorsque l'air est sec et que la peau sur nos mains ou sur nos lèvres craque. Nous avons ensuite les glandes sudoripares qui permettent de produire la sueur. Et nous avons finalement les muscles horripilateurs. Le but des muscles horripilateurs est justement de relever le poil, soit de créer de la chair de poule. C'est également dans le derme que nous devons déposer la peinture lorsque nous faisons un tatouage. Puisque l'épiderme se renouvelle continuellement, il n'y a pas de peinture qui peut rester dessus éternellement. Finalement, nous avons l'hypoderme qui est surtout composé de cellules de graisse qui représentent une réserve d'énergie et une isolation thermique. J'ai dit plus tôt que dans le derme, on retrouve les nerfs. Eh bien, dans le derme, on retrouve plusieurs types de nerfs qui sont responsables de détecter la déformation du poil, le toucher, la chaleur, la douleur, les vibrations, la pression et d'autres. Il existe donc différents types de détecteurs dans la peau et il devient un peu compliqué de parler du toucher. En réalité, la peau va détecter les textures, les chaleurs, les pressions et bien d'autres stimuli. Finalement, il existe des brûlures de différents degrés. Lorsque nous nous brûlons au premier degré, nous avons simplement affecté l'épiderme, c'est-à-dire que nous avons eu essentiellement un coup de soleil. Nous aurons donc des rougeurs et une sensibilité, mais rien de plus, la peau va se rétablir. Une brûlure au deuxième degré se rend jusqu'au derme, mais encore une fois, elle pourra se rétablir. Par contre, nous aurons des poches de liquide caractéristiques des brûlures qui pourraient se créer à la surface de notre peau. Finalement, il existe des brûlures de troisième degré qui vont passer à travers l'épiderme, passer à travers le derme et se rendre jusqu'à l'hypoderme. Les brûlures au troisième degré sont très graves et vont laisser des cicatrices. Nous avons ensuite l'odorat. Et l'organe principal de l'odorat est bien sûr le nez. Nous réussissons à sentir les choses grâce à la tache olfactive qui est un ensemble de nerfs dans la cavité nasale. Nous sentons une odeur lorsque les molécules de la substance en particulier se sont rendues jusqu'à l'intérieur de notre nez pour être détectées par les cellules olfactives qui sont identifiées ici par le numéro 7. Les particules de la substance vont être dissoutes dans les couches de mucus et ensuite se rendre jusqu'aux cellules qui sont responsables de la détection. Il est très important que cette partie soit lubrifiée. C'est pourquoi nous avons des glandes qui produisent du mucus continuellement et permettent d'humidifier la surface. Sans cette humidité, les particules captées par la tache olfactive ne pourront pas se dissoudre et ne pourront pas être détectées. Une fois captée, cette information est transmise au bulbe olfactif qui, lui, va transmettre l'information jusqu'à la partie du cerveau qui s'occupe de l'odorat. Pour résumer, dans l'odorat, le récepteur est le nez, soit les fosses nasales à l'intérieur du nez, le transformateur est la tache olfactive, soit les cils olfactifs, le conducteur est le nerf olfactif, et finalement l'analyseur est le cerveau, ou plutôt l'aire olfactive du cerveau. Le mucus dans le nez est très important pour le traitement de l'air que nous respirons. En fait, il permet d'humidifier et de filtrer l'air qui va aux poumons. En plus, lorsque nous respirons par le nez, nous avons également des cils et des poils qui vont aussi filtrer l'air qui va jusqu'aux poumons. Finalement, les vaisseaux sanguins permettent de réchauffer l'air qui va aux poumons pour que les poumons ne reçoivent pas de l'air trop froid. Nous arrivons enfin au sens du goût et à la langue qui est l'organe principal. La langue comporte une grande quantité de papilles gustatives qui vont détecter différents goûts. Il existe en réalité 5 goûts principaux, soit le sucré, le salé, l'acide, l'amer et finalement le umami, soit les aliments comme les truffes, le parmesan ou les huîtres. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est tout. La langue ne détecte que ces 5 goûts. Toutes les variétés de goûts que nous détectons sont en réalité reliées à la tache olfactive et à l'odorat. Puisque la bouche et le nez sont connectés, c'est en fait la tache olfactive qui va détecter tout le reste de la richesse du goût. Les personnes qui perdent l'odorat vont automatiquement perdre le goût également et vont garder seulement les 5 goûts de base que la langue est capable de détecter. Dans cette capsule, nous avons vu que les 5 sens principaux des humains. Mais en réalité, il en existe bien plus que 5. Nous avons mentionné par exemple l'équilibre. L'équilibre ne fait pas partie de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher ou du goût. Nous avons également la proprioception, soit la capacité de savoir où est placé notre corps sans même le regarder. Il existe la kinesthésie, le sens du mouvement. Nous pouvons par exemple sentir l'accélération lorsque nous sommes dans une voiture qui accélère. Nous avons le sens de la température de l'environnement. Lorsqu'il fait chaud ou il fait froid, nous sommes capables de sentir que nous avons trop chaud ou trop froid. Et ce sens n'est pas le même que se brûler la main sur un poêle chaud. Nous avons également le sens de la douleur. Est-ce qu'on peut dire que c'est exactement le sens du toucher? Nous pouvons même sentir le passage du temps, avec certaines limites bien sûr. Pour résumer, il existe bien d'autres sens qui nous permettent de percevoir le monde externe. Merci beaucoup tout le monde.